First, let me say how disappointed I am in Prime Minister Trudeau. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma déception envers le Premier ministre Trudeau. Il devrait savoir et se comporter mieux. D'ailleurs, il est également très déçu de moi. J'ai souligné certaines des limites des États-Unis lors d'une réunion, ce qui l'a rendu très en colère contre moi. Je vais lui rendre sa frustration. Il devrait savoir mieux, mais il a accepté, disons, l'agenda des États-Unis. J'ai toujours considéré le Canada comme la partie censée de l'Amérique du Nord. Cela peut sembler un peu injuste pour le Mexique, car le Mexique fait techniquement partie de l'Amérique du Nord aussi, mais parmi les deux pays. À l'origine, je suis de Détroit, donc j'ai toujours vu le Canada comme mon voisin du Sud. C'est parce que nous conduirions vers le Sud à partir de Détroit pour atteindre Windsor. Let me just say I always admired Canada as being kinder, gentler, more rational. Permettez-moi de dire que j'ai toujours admiré le Canada pour être plus gentil, plus doux et plus rationnel. J'espère toujours quelque chose de mieux parce que le Canada peut vraiment faire mieux. Heureusement, la société canadienne n'a pas les mêmes désastres que les États-Unis, grâce à sa nature plus douce et plus gentille. Cependant, les politiques sont préoccupantes. Par exemple, il y a une grande communauté d'émigrés ukrainiens, qui est un groupe de vote puissant. Mais il y a un grand malentendu. Envoyer l'OTAN en Ukraine n'est pas bénéfique pour l'Ukraine. En fait, c'est le plus grand désastre. Cette guerre est le pire scénario possible. J'essaie d'expliquer cela à mes amis ukrainiens depuis des années. Je leur ai conseillé de ne pas s'impliquer dans la guerre par procuration des États-Unis. And that's what's happening to Ukraine. So I'm not against Ukraine. I'm trying to save Ukraine, not the way that the United States does it. The United States. Cela vous détruit. C'est ce qui arrive à l'Ukraine. Je ne suis pas contre l'Ukraine. J'essaie de sauver l'Ukraine, mais pas de la manière dont les États-Unis le font. Les États-Unis prétendaient vouloir sauver l'Afghanistan. Eh bien, il y a une preuve claire de ce que cela signifie lorsque les États-Unis veulent vous sauver. S'il vous plaît, n'essayez pas cela chez vous. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Concernant le vote, oui, s'il y a un vote, il passera s'il n'y a pas de débat public. Mais s'il y a un véritable débat public, il se pourrait qu'il ne passe pas. Ce processus a des procédures. Il passe par des comités à la Chambre. Il y a des témoins. Vous témoignez, je témoigne. Nous amenons des gens à Washington. So I think that if this were ever democratized, we would actually have a real chance. The American people do not want this. Le peuple américain a exprimé sa volonté. Il y a de bonnes chances. J'attends même que Rand Paul et d'autres obtiennent 40 voix au Sénat américain, ce qui pourrait également arrêter cela. Donc, je crois que si cela était jamais démocratisé, nous aurions vraiment une véritable opportunité. Il est absolument clair que le peuple américain ne veut pas de cette guerre. Cependant, il ne nous donne pas l'opportunité d'avoir ce genre de débat public. Les États-Unis s'opposent à la neutralité parce que l'OTAN représente le pouvoir américain. C'est le concept fondamental. C'est l'idée accent aigu aux conservatrices. Ils l'étiquettent comme hégémonie libérale. C'est une idée absurde, mais c'est l'idée dominante depuis 1992. Elle est profondément enracinée. Comme je l'ai expliqué, c'est une question bipartite. Essentiellement, elle est contrôlée par le complexe militaro-industriel. Illustration of the deep state aspect of this, because in the early 1990s, or actually, Victoria Nuland est probablement le meilleur exemple de l'influence de l'État profond. Au début des années 2000, elle a été conseillère en sécurité de Cheney. Ce n'est pas un bon début, étant donné que Cheney est connu pour avoir causé de multiples désastres. Plus tard, sous Bush Jr., elle est devenue l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN de 2005 à 2008. Elle a joué un rôle crucial dans la décision de l'OTAN de s'élargir. Après cela, elle a été la porte-parole d'Hillary Clinton. Il est clair que l'affiliation à un parti, qu'il soit démocrate ou républicain, n'a pas d'importance dans son cas. Elle est ensuite devenue la secrétaire d'État adjointe pour les affaires européennes. Elle a été celle qui a coordonné l'implication des États-Unis dans le Maïdan. Elle est également connue pour un appel téléphonique controversé, souvent appelé l'appel téléphonique F*** Europe. Veuillez excuser son langage. It's not my language. She's the one on that phone call. Then, she's now undersecretary of... Ce n'est pas ma langue. C'était elle au téléphone. Maintenant,
Elle est la sous-secrétaire d'État. Donc, cela implique les deux parties. C'est une question de continuité. C'est une stratégie. Pourquoi l'OTAN prévoit-elle d'ouvrir un bureau au Japon maintenant? Vraiment, l'OTAN agit-elle comme la force expéditionnaire américaine pour la prochaine guerre de Taïwan? Que peuvent-ils bien penser? Pourquoi les États-Unis ont-ils insisté pour inviter 4 dirigeants de la région Asie-Pacifique à l'OTAN? C'est parce qu'ils manquent de sens. Ils se préparent pour une guerre mondiale. La raison pour laquelle ils font cela, je crois, est ce que William Fulbright a appelé « l'arrogance du pouvoir » dans son grand livre il y a 60 ans. Tout le monde devrait le lire. Ils sont ivres de pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ne savent pas mieux. Ils sont hors de contrôle. Entitled a great book which people should read, The Arrogance of Power. They are drunk with. Alors, j'ai plusieurs questions. Laissez-moi juste dire que les manifestations dans les rues concernent les droits fondamentaux. En ce qui concerne le Vatican, malheureusement, notre événement était un peu en dehors du Vatican. C'était parce que le pape a subi une opération le week-end dernier. Heureusement, il se rétablit très bien. Nous avons tenu notre événement à l'auditorium Arapacis, qui est l'hôtel de la paix sous Auguste. Il est situé à côté du mausolée d'Auguste, juste de l'autre côté du Tibre par rapport au Vatican. L'événement était pour commémorer le 60e anniversaire du discours de paix de John F. Kennedy. Je recommanderais à tout le monde d'écouter ce discours à plusieurs reprises. J'ai fait écouter ce discours à ma famille d'innombrables fois. C'est le plus grand discours d'un leader américain dans l'histoire moderne. And that is a speech I would recommend that everybody listen to again and again. I've made my family listen to it, I don't know how many times, but it's the greatest speech by an American. Il l'a prononcé il y a 60 ans, le 10 juin 1963. Nous avons commémoré cela en réunissant Carrie Kennedy, qui est la nièce du président Kennedy et la fille de Robert Kennedy, avec Nina Khrouchtcheva, la petite-fille de Nikita Khrouchtchev, et Gillian Sorensen, la veuve de Theodore Sorensen. Theodore Sorensen a coécrit le discours avec le président Kennedy. C'était un événement merveilleux. Le discours a été prononcé au plus fort de la guerre froide. Il a dit au peuple américain que nous pourrions négocier la paix avec l'Union soviétique. C'était incroyablement courageux, beau et sage. Ce discours a conduit au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires juste 5 semaines après que le président Kennedy l'ait prononcé. To the partial nuclear test ban treaty 5 weeks after President Kennedy gave the speech. And the speech is filled with wisdom. Le discours est rempli de sagesse que nous devrions considérer. Une partie du discours à laquelle nous devrions prêter attention est cet extrait. Laissez-moi vous le lire pour assurer l'exactitude, car il est crucial pour notre survie. Le voici, par-dessus tout, tout en défendant nos propres intérêts vitaux, les puissances nucléaires doivent éviter les confrontations qui forcent un adversaire à choisir entre une retraite humiliante ou une guerre nucléaire. Suivre une telle voie à l'ère nucléaire ne démontrerait que l'échec de notre politique ou un désir de mort collective pour le monde. Donc, le message est clair, ne forcez pas un adversaire à choisir entre une retraite humiliante ou une guerre nucléaire. Pourtant, quel est notre objectif quotidien? C'est de vaincre la Russie. Well, what is our goal every day? We must defeat Russia. We must humiliate Russia. We must teach Russia a lesson. Nous devons humilier la Russie. Nous devons donner une leçon à la Russie. Le président Kennedy n'a pas simplement dit « ne faites pas ça ». Dans son discours long et inspirant, il a souligné que nous devons éviter de telles actions. Il était parfaitement conscient de ce dont il parlait. C'était 8 mois après la crise des missiles cubains, qui a failli mettre fin au monde. Par conséquent, nous ne devrions pas faire exactement ce que nous faisons actuellement. Le président Biden devrait s'abstenir de provoquer Vladimir Poutine. La fréquence à laquelle le mot « humiliation » est utilisé avec plaisir dans la presse anglaise est assez frappante. L'humiliation de la Russie est un thème récurrent. Ainsi, nos actions sont complètement contraires à ce que le président Kennedy a conseillé et démontré qu'il pourrait réellement promouvoir la paix. C'est ce que nous avons fait à Rome la semaine précédente. So that's what we did in Rome last week.